Bonjour à toutes et à bienvenue sur GM Web3. Alors exceptionnellement, on est délocalisé à Auxerre pour l'événement crypto de l'année en France. CryptoXR nous a fait le plaisir de nous prêter une scène pour animer cette émission exceptionnelle. On va rester ensemble pendant 1h30 et on va voir nos invités se succéder. Mais d'abord, eh bien, je vous présente mon co-animateur du jour, Raphaël Potard, nouvellement élu président de Cryptosphère. Ça va, Raphaël ? Ça va et toi? Très bien. Heureux d'être à Auxerre, heureux d'être avec vous. Très heureux de t'avoir avec moi dans l'émission. Tu es régulièrement chroniqueur dans l'émission et là, ça me faisait plaisir de t'inviter pour cette première émission en présentiel, on peut dire. C'est la toute première en live? J'ai fait 401 émissions, je me rappelle pas, mais je crois une des seules en tout cas. En général, c'est face webcam comme on dit. En tout cas, voilà, je suis très content. Alors, vous regarderez l'émission sur la chaîne du CryptoXR, peut-être sur les réseaux de JM Web3. Donc, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et de partager la vidéo si ça vous a plu. Aujourd'hui, on va recevoir plusieurs invités qui vont venir papoter avec nous pendant 15-20 minutes. Et on va commencer, si vous voulez bien, par mon ami, mon cher et estimé Daniel, directeur pédagogique chez Alira. Daniel, prends place. Daniel, tu es un ami, tu es directeur pédagogique de l'école blockchain Alira qui est partenaire de GM Web3 depuis plusieurs mois maintenant. Et je voulais que tu viennes inaugurer ce format présentiel. Comment vas-tu, Daniel ? Je vais bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et content d'être là. Franchement, c'est un événement vraiment familial, ça fait plaisir. C'est vrai, comme je disais, c'est vraiment pour moi le meilleur événement crypto de l'année parce qu'il nous permet de pouvoir voir toutes les PFP qu'on côtoie sur Twitter tous les jours. Vive les PFP! Et c'est vrai que pour le coup, c'est un immense plaisir de tous se retrouver. Alors Daniel, si tu veux nous raconter un petit peu Alira, l'école blockchain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que vous avez prévu pour 2025 ? Et peut-être plus généralement sur le rôle de la formation dans la blockchain en 2025. Beaucoup de choses. La première, ce qu'on remarque assez vite, c'est que en fait, on a des profils de plus en plus variés qui viennent se former chez Alira et de plus en plus de profils que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire par exemple tout simplement les gens dont le métier c'est de l'argent, les conseillers en patrimoine, des gens en fait qui étaient vraiment appliqués sur la tech. Faut savoir qu'Alira, ça existe depuis 2019. Donc, on a eu une très longue période où on avait des personnes qui étaient en totale reconversion, en totale redéfinition de ce que c'est que de travailler dans cet écosystème-là. Donc, on avait, si j'ose dire, des rêveurs, des magnifiques rêveurs. Et maintenant, on a des gens de plus en plus pragmatiques qui, d'une certaine manière, veulent du concret qui s'applique vraiment à ça. Et ça, c'est globalement ce que maintenant on va pouvoir faire valoir. C'est les certifications, notamment celle de finance décentralisée, qui est reconnue par l'État. Et donc, le gros objectif maintenant, c'est vraiment changer les métiers existants et pas seulement créer des nouveaux métiers, quoi. Bonjour. Salut, Raph. Moi, d'un coup, tu as parlé de profil et j'ai une question qui me vient. Tu es en train de dire qu'aujourd'hui, il y a un changement. C'est plus seulement une reconversion, mais c'est plus des gens qui, en plus de leur métier, veulent ajouter la brique crypto à leur knowledge, à leur savoir, pour l'intégrer dans le monde pro, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait, on avait au tout début, quand je dis du début, c'est 20, 21, 22, c'est des personnes, en fait, qui voulaient apprendre des métiers qui n'existaient pas avant. C'est normal, hein. Globalement, tu as plein de métiers, le web, le digital, le web marketing, on crée des tas de nouveaux métiers. La sophrologie. Voilà, on crée des tas de nouveaux métiers. Mais globalement, là, ce qu'on a, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est une vraie récompense pour Alira. Et puis même dans les métiers de la formation, j'en parle avec tous mes confrères. Ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rajouter des cordes à l'arc et pas créer un arc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. J'adore l'idée. Et c'est quoi votre stratégie aujourd'hui pour justement attirer des élèves finalement? Et est-ce que derrière, après la formation, qu'est-ce que vous apportez en termes d'accompagnement, de networking, pour faire en sorte que après la certification plutôt, ouais, eh bien ces personnes puissent peut-être avoir les meilleurs outils, les meilleurs conseils pour pouvoir ensuite évoluer dans l'écosystème crypto, blockchain, AI. Ouais. Alors moi j'aime bien le terme d'apprenant
Voilà, déjà élève, ça fait un peu jeune, et puis étudiant, il y a un petit statut juridique qui est un peu particulier. Donc moi j'aime bien le terme d'apprenant, et j'ai à cœur en fait de me dire que les apprenants c'est un peu pour toute la vie. On a une moyenne d'âge de 39-40 ans, donc tu vois, on s'adresse quand même à des gens qui ont des connaissances sectorielles, qui ont eu des métiers. Donc même si on est parfois dans les cas de reconversion totale, bah tu sais où en fait s'inscrit ton savoir-faire. T'es plus là pour simplement goûter à quelque chose de complètement nouveau. Donc t'es vraiment en train de te projeter de manière concrète. Comment on fait pour les attirer? Bah déjà on fait ce qu'on fait là. on est présent au salon. Il y a aussi le fait de créer du contenu. Il y a aussi le fait de notamment les chroniques le jeudi, où en fait on commente l'actualité avec des personnes dont c'est vraiment le métier de comprendre les mécanismes de ce qui est là-dedans. Donc on essaie d'apporter le contenu de la meilleure qualité possible. Ça c'est le premier point. Puis globalement dans l'idée, comme on les accompagne par la suite, bah déjà il y a le réseau. À l'IRA, c'est plus de 2000 anciens. Si on part du principe qu'on est sur les certifications reconnues par l'État, on est à plus d'1 millier aussi. Donc globalement, l'idée c'est déjà ce réseau-là qui va se construire, puisque comme maintenant on va être sur des gens qui sont sur des nouveaux métiers, bah en fait il y a c'est très classique. On a eu ça aussi pour le web. T'as les têtes de pont qui arrivent, puis à un moment donné, bah ils sont placés là, et après ils vont pouvoir comme ça renouveler le fait des gens qui vont rejoindre les entreprises. Un autre côté qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des partenariats, notamment par exemple avec Cube 3 qu'on aime beaucoup, qui permet à celles et ceux qui sont dans un côté plus entrepreneur, c'est-à-dire de lancer réellement leurs activités avec un nouveau projet, de pouvoir être accompagné, parce que c'est un véritable métier d'être accompagné pour de l'incubation. C'est pas quelque chose qu'on improvise. Et sur la fin aussi, bah globalement, on a des partenaires. Alors il y a Stack Talent, il y a Unchained Jobs, en fait des personnes qui sont complètement spécialisées dans ce genre de choses, avec qui on collabore. Et qui ont, si j'ose dire, pignon ouverte chez Alira. Ils peuvent venir proposer leurs offres, discuter, et viennent très généreusement, et c'est tout à fait normal, piocher des anciens pour pouvoir les placer correctement. Et alors après la certification, est-ce que vous les laissez seuls dans le grand bain, ou est-ce que quand même vous les accompagnez par des conseils, je sais pas En permanence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats, par exemple, qui sont destinés à ce qu'on appelle la communauté d'Alira, enfin le grand format, par exemple les talks. Tous les lundis, j'anime ça avec des acteurs de l'écosystème. J'ai rempli mon carnet d'adresses pour les 6 prochains mois là. Et globalement, dans cette idée-là, bah en fait, il y a des gens qui viennent 2-3 ans toujours participer au talk, à être mis en contact avec des personnes. Ce sont des personnes qui repartent. Il y a Michel Kazaka qui est passé par exemple mardi. Bah il est reparti avec 40 personnes qui l'ont contacté sur LinkedIn pour pouvoir travailler avec lui, pour qu'il puisse les mettre en relation. Donc moi je vois vraiment l'école comme quelque chose. Pour moi, l'IRA c'est une école. C'est pas un organisme de formation. École au sens quasiment kung-fu du terme, tu vois, c'est vraiment les anciens viennent quand ils ont de la bouteille pouvoir faire de l'évaluation, pouvoir transmettre leur savoir par la suite. Donc il y a une transmission comme ça qui continue à se faire. Et au-delà de cela, bah ça veut dire que les invités vont pouvoir contacter d'autres personnes. Ils vont dire bah tiens, va contacter telle personne. Donc tout le monde, on a 300 personnes qui sont partenaires chez Alira, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui en fait continuent à créer ce réseau-là, un peu à la taverne espagnole où chacun va s'accompagner. Donc j'accompagne des gens. Mais en fait, on met en mécanisme pour que toutes celles et ceux qui veulent accompagner puissent le faire. Raphaël, une dernière question. Tu parlais de l'école, de tes apprenants. Comment tu dirais une journée classique pour un apprenant chez vous? Concrètement, c'est quoi? Moi, je vois la vision, par exemple, 13 écoles. On arrive à 8h le matin, on finit à 19h. Si tu devais nous donner la journée type, ça serait quoi? Alors, en fait, il y a... Ou même le fonctionnement. Ouais, ça pour bien préciser, il y a eu une journée type à une époque chez Alira. Parce qu'effectivement, on était dans le schéma école, je te parle de 2019-2020, où on était en fait sur des gens qui étaient en totale reconversion dans le sens où bah ils étaient en intercontrat et globalement ils avaient la journée pour le faire. Aujourd'hui, depuis maintenant 3 bonnes années, Alira s'est orienté sur des cours du soir. Donc globalement, c'est en soirée que ça se passe, parce qu'en fait, on a vraiment pour objectif de s'adresser à des personnes qui travaillent, qui sont professionnels et qui vont se briefer. Globalement, comment ça se passe? Je te le résume en 2 secondes. Le lundi, c'est les talks Alira. Les mardis, en fait, ça va être tout ce qui va être chefferie de projet, accompagnement de projet, méthodologie, parce que en fait, globalement, il faut pas des soutenances PowerPoint, c'est-à-dire qu'ils réalisent un projet qu'ils présentent. Donc il n'y a pas que le technique là-dedans, il y a aussi du savoir-faire. Il y a Martino que vous allez voir tout à l'heure qui enseigne là-bas, enfin qui enseigne chez nous. Et le mercredi et le jeudi, on va avoir là des thématiques complètement liées à leur parcours. Donc ça va être des questions-réponses, ça va être des experts qui vont venir aborder les dernières pierres dans l'édifice qui manquent. Les vendredis, je les laisse tranquilles, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Et globalement, ils ont à côté de ça un contenu ça va dépendre des parcours, mais entre 30 et 60 heures d'asynchrone, dans lequel en fait ils vont pouvoir comme ça préparer en fait leur parcours. Et par exemple, en ce qui concerne GRM, il intervient un jeudi en tant qu'expert sur la partie web marketing, excusez-moi du peu.
Et donc globalement, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment les 3 niveaux, méthodologie, question-réponse, parce que le contenu n'est pas toujours évident à premier abord, et après parce que ça change continuellement et on a souvent du contenu extrêmement chaud qui n'était pas valable il y a 3 semaines. Quelqu'un qui vient sur le terrain et qui vous dit aujourd'hui l'enjeu c'est ça. Merci beaucoup, Daniel. Ça m'a fait très plaisir Ben moi aussi. de te recevoir. C'est court, mais au moins, ça nous aura permis, d'en savoir un petit peu plus. On va te souhaiter plein de belles choses pour cette nouvelle année. Ben, merci beaucoup. Et puis, tu vas laisser la place à notre prochain invité, Martigno, tu nous en Ben, parlais, voilà. avec lequel on va parler intelligence artificielle. Je te laisse laisser la place et le micro. Je lui transmets. Merci beaucoup. Merci. Salut Raph. À bientôt. Salut Martigno, Salut. comment vas-tu? Magnifiquement, maintenant que je suis avec vous deux. Moi, c'est toujours un plaisir d'entendre ton fabuleux accent italien. Ah bah voilà, de toute façon, je fais pas exprès, je peux pas m'en débarrasser. Alors, tu étais venu dans l'émission il y a quelques semaines de cela. On avait passé un très bon moment et j'avais envie qu'on parle un peu intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui est largement d'actualité, au moins autant que les crypto-monnaies, notamment avec l'actualité aux États-Unis, le plan de 500 milliards de dollars que Trump a présenté, mais également le nouvel arrivant chinois, DeepSeek, dont tout le monde a parlé. Si tu veux, est-ce que tu peux peut-être nous cartographier un petit peu le marché de l'IA aujourd'hui? Nous, on connaît tous Avec grand ChatGPT. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Et ensuite, on parlera justement de DeepSeek, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Bah écoute, effectivement, le marché de l'IA, ça fait les cartons en ce moment, c'est une évidence. Les plans de 500 milliards qui nous ont été annoncés par les présidents Trump, effectivement, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il s'agit d'une action un peu de marketing, sachant qu'il est dans le market stand, il est quand même assez bon. Il a choisi pas au hasard OpenAI pour cette annonce qui n'a pas quand même manqué de faire grogner les dents à d'autres entreprises américaines. On pensera notamment à XAI avec Elon Musk qui a dit justement pourquoi on a filé 500 milliards à OpenAI alors que bah voilà, c'est quand même assez politisé. On sait que l'union Trump et Musk étaient quand même sous le feu du réacteur beaucoup plus que ça ne l'a été justement Altman et Trump récemment. Donc c'est vrai qu'on se demande en fait quel message il a vraiment voulu passer avec ça. On a les Chinois effectivement qui. Alors, juste, je t'interromps un petit peu parce que ce plan de 500 milliards, je crois qu'il va être chapeauté par ChatGPT, OpenAI, mais également Circle. Oui, et Oracle. Une banque. Oracle aussi. Ah oui, pardon, c'est Oracle en fait. Ouais. Et une banque aussi, je crois que c'est la SoftBank. SoftBank, Voilà, Oracle et donc les OpenAI, trois tout à fait. devrait constituer ce fonds de 500 milliards pour développer l'intelligence artificielle. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai, sur Musk, qui, on le sait, a des mêlées avec Sam Altman. Mais oui. Musk était le premier investisseur, mais au début, on lui avait vendu comme une fondation à but non lucratif, avant que ça devienne une entreprise commerciale. vrai. Avant qu'on parle de l'acteur chinois, Raphaël. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une partie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que c'est ChatGPT et OpenAI qui chapotent, mais c'est surtout d'aller développer les acteurs intermédiaires qui leur permettent du coup de provide tous leurs services, c'est ça? Alors, ils veulent justement développer les marchés, si tu veux mon avis, on en parlera d'ailleurs au talk de 18h30. Ils veulent développer en fait, au-delà de l'opérateur simple, je crois qu'ils veulent créer littéralement l'employeur numérique de demain. Et par la suite, en fait, révolutionner complètement les marchés du travail et de la cotisation, tout ça. Donc, tout une grosse révolution sociétale qui se fait des masses. Et c'est vrai que ChatGPT, moi j'adore XAI parce que en fait, ils sont quand même assez open, beaucoup plus que ce qui n'en a été closed AI, excusez-moi le petit jeu de mots. Mais OpenAI a les chiffres, a la poudre pour pouvoir effectivement mener ce type de révolution. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Parce que ils sont en train de construire en fait un marché qui potentiellement peut détruire beaucoup plus d'emplois que la simple automatisation ne pourrait. Donc c'est incertain. Donc est-ce que c'est vraiment pour dire on fait parler des moi, ou est-ce qu'il a vraiment quelque chose derrière la tête? Pourquoi il a donné un coup d'eau en fait à son allié politique? Parce que quand même on va pas dire il s'est bien associé à Musk pour toute la partie crypto. Et aussi, il nous a fait penser qu'il allait s'associer aussi à la partie IA, mais finalement non. C'est OpenAI, c'est qu'il y a des grosses difficultés
des communications entre ces deux grands acteurs internationaux. Vraiment, les messages n'est pas clair, j'ai envie de dire. Enfin, il est peut-être clair, mais je ne suis pas sûr qu'il me plaise. Voilà. Ok. Alors tout le monde a parlé il y a quelques jours de DeepSeek. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, est-ce que tu peux peut-être déjà nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette nouvelle IA venue de Alors, la de première Chine? chose que j'ai envie de dire, en fait, c'est que ces types de stunts, ils sont pas nouveaux, malgré le fait que là, ça a eu une réaction assez violente de la part du monde entier. On a déjà eu les cas il y a 2 ans quand la note interne de Google avait fui dans les réseaux et qui disait en fait voilà les gars, on a dépensé 5 000 milliards en recherche et développement pour l'IA, on reverra jamais en fait cet argent-là parce que bah vous voyez l'open source il va nous rattraper sur une période de 5 ans et en fait à peine 6 mois plus tard on avait des modèles open source comme Vicuna ou qui ont coûté 600 000 $ et qui avaient 85% d'efficacité que les modèles existants. Donc en fait, ces genres de stunts, on les a déjà vus, c'est pas nouveau. La subtilité là, c'est que on est sur un modèle qui est capable de faire du raisonnement. Donc au lieu d'être sur un modèle comme ça peut être Stable Vicuna précédemment, qui a été capable pour une fraction du prix d'avoir une mémoire paramétrique qui est comparable en termes de résultats. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la mémoire paramétrique, en fait, c'est la compression de l'ensemble des connaissances. Mais du coup, principalement, c'est de l'apprentissage, c'est de la mémoire. C'est comme un étudiant de médecine qui est capable de restituer l'information sans forcément la comprendre. DeepSeek, en fait, pour la différence, a été entraîné à réfléchir. Et ce qui est différent, donc la mémoire paramétrique de ce type de modèle-là est très faible. Enfin, 600 milliards de paramètres, c'est quand même pas rien, mais c'est pratiquement irrisoire par rapport à un GPT-4 qui est estimé à 2300. Donc, ce n'est pas une question il n'a pas une énorme mémoire, mais l'avantage, c'est qu'il a une forte capacité d'analyse. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des modèles qui sont capables d'analyser des données en temps réel. Donc, on peut lui apporter de l'extérieur de la connaissance qu'il est capable de faire réfléchir, mettre en lien, transformer, raisonner et restituer. Donc c'est là la véritable force. Et c'est bluffant, l'usage est bluffant, clairement. Bon, après on voit qu'il y a eu une phase d'alignement et des censures pré-chinoises très fortes. Mais voilà, je pense que c'est ça qui a surpris les gens en fait. Alors les trois avantages comparatifs qui ont été mis en avant, c'est le faible coût de développement. On parle de 5-6 millions de dollars, même s'il faut les mettre en perspective avec les moyens qui ont été alloués par le gouvernement, qui eux sans doute ne sont pas calculés, mais quand même, le code open source, ça a été beaucoup mis en avant. Pas vraiment open source. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté, mais tu préciseras avec plaisir. Et puis le troisième élément, c'est justement sa capacité à rivaliser quand même, en tout cas pour certains. Est-ce que tu es d'accord avec ces trois, on dirait que non d'ailleurs, avec ces trois critères qui ont été mis en avant? Est-ce que tu les pondérerais un petit peu? Alors j'ai envie de les pondérer, mon cher ami. Les codes n'est pas véritablement open source. En fait, les termes, c'est une licence open, la DeepSeek Open Silence. Donc ils ont créé une licence spécifique pour eux. Les termes open source ont des implications légales très précises. On a l'Open Source Initiative et la Free Software Foundation qui ont fait 11 drafts l'année dernière. Et la première définition officielle de ce qui est une OpenAI, de ce qui est en fait une Open Artificial Intelligence, ça n'a rien à voir avec OpenAI et la société, ok, et qui détermine en fait que pour qu'une IA soit considérée open source, elle doit avoir bien sûr les codes accessibles, les résultats accessibles, les tests accessibles, les données accessibles, et toutes les données doivent avoir une licence open source elle-même, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas les datasets complets, ce qui fait qu'il nous est impossible de répliquer l'expériment si on le voulait. Tu me diras, tout le monde n'a pas 100 000 H100 GPU dans son garage, mais si je les avais, je n'obtiendrais pas les mêmes résultats. Donc il y a cachotterie. Sans compter que l'alignement qu'il y a eu derrière, donc toutes les étapes qui font qu'il ne répond à aucune question sur le gouvernement chinois, n'apparaissent ni dans les codes, ni dans les datasets. Donc c'est une étape qui a été faite après et qu'on n'a pas de visibilité dessus. Donc non, DeepSeek n'est pas open source. Il est libre d'usage, ce qui n'est pas la même chose.
Parlant de modèles qui sont véritablement open source et qui sont même distribués aujourd'hui, il y en a très peu. J'en connais un en particulier qui est Intellect One. Pour ceux qui connaissent pas, regardez. C'est un projet magnifique qui a été créé en fait en utilisant la computation distribuée, et les données en fait ont été créées par des humains qui sont prêtés au jeu de la machine de Turing. Il y a des gens qui ont fait semblant d'être un assistant et des gens qui ont fait semblant d'être qui ont demandé des questions, et il y a des humains qui ont répondu. Et après, l'entraînement a été fait de façon distribuée parmi des dizaines de milliers de nœuds. Donc on a un journal distribué d'entraînement, on a un journal distribué d'alignement. On a toutes les données qui sont disponibles, on connaît tous les auteurs, donc on peut faire l'attribution de chaque ligne qui a été utilisée pour l'entraîner. Certes, le modèle est très performant aujourd'hui parce que ça reste une expérience primaire, mais il faut qu'il y ait plus de Intellect One. Ok, Ouais. à regarder. Il faut vraiment Raphaël. plus d'initiatives comme Tu ça. nous as fait un petit panorama de l'écosystème, on va dire, traditionnel et purement AI. Depuis quelques semaines, quelques mois, on parle beaucoup des agents sur la crypto. Oui. Je suis moi-même à fond dedans. T'en penses quoi, que ça soit Virtual, Whitefoo ou encore Elisa, le framework qui cartonne en ce moment? C'est Elisa quoi ton OS. avis? J'adore Elisa OS. C'est un de mes projets préférés. Je suis en contact avec l'un de leurs community managers, justement, parce que je voudrais vraiment qu'on fasse un contact réel. Donc, si vous écoutez ça, prenez contact avec moi directement parce que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je trouve que les agents IA, c'est vraiment le futur. Hein, c'est une évidence même. Je vais peut-être partir sous du délire pour certains, mais j'envisage sur un court moyen terme des agents IA qui seraient plus que capables de simplement piloter un portefeuille, mais clairement créer de la valeur, créer de l'emploi, à publier C'est en déjà le fait. cas. Aujourd'hui, on a vu un agent qui a employé des gens pour lui faire faire des tâches qu'elle n'était pas Oui, capable de tout faire. à fait, exactement. Alors, en réalité, en fait, il a demandé à les faire, mais il pouvait pas payer. Il a payé en wallet quand même. avait Maintenant, la il somme, peut payer en wallet. Donc, moi, je vois très bien demain, mais il a quand même l'impulsion de la tâche lui vient quand même de quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, qu'on lui a donné en fait un objectif et il essaye de minimiser la fonction des coûts. Donc, en fait, il essaye, en utilisant sa connaissance du système, à publier des actions pour empocher des humains qui fassent des choses qu'il lui n'est pas capable de faire. Mais l'initiative ne vient pas de lui. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'à terme, moi, je vois littéralement des IA qui poursuivent l'objectif de créer de l'emploi pour créer un business, pour créer vraiment quelque chose qui est un employeur numérique. Et je commence à me demander, en fait, comment la société va réagir à ça, quand tu sais que la grande majorité de la structure sociale, aujourd'hui, est basée justement sous l'impôt et la taxation, en fait, la création de valeur des entreprises. Et qu'est-ce qui se passera, en fait, quand, en fait, à quel moment un outil IA n'est plus un outil autonome, mais il faut le considérer comme un citoyen numérique. Et en fait, une fois qu'on commence à envisager les citoyens numériques, comment va réagir la société à la création de cette échelle dans laquelle, en fait, on va voir le citoyen numérique qui va devoir cotiser pour les citoyens non numériques. Et est-ce que le citoyen numérique acceptera d'avoir un employeur qui, finalement, en fait, n'est pas humain? Ça paraît science-fiction, mais je vous jure, on se revoit l'année prochaine et on refait la même discussion. Tu Quoi. prêches à convaincu. Mais peut-être pas encore, mais il y a de belles choses qui sont en train de se faire, effectivement. Mais Elisa OS, c'est une excellente Bah, initiative En et tout qui cas, va dans la bonne direction. Quoi. Martigno, le rendez-vous est pris. Dans un an. Carrément. Même heure, même endroit, peut-être. La case, c'est coché. Pour reparler d'intelligence artificielle. Et puis, écoute, on va te remercier d'être passé. C'était un Merci. plaisir. C'est pour moi. J'ai Merci, beaucoup pour moi. appris. Merci beaucoup, Martigno. Je vais te laisser ta place à notre prochain invité, Foudre, que j'attends avec impatience dans le canapé. Merci beaucoup, Martigno. Merci beaucoup. Et on va accueillir le célèbre, le fameux, Le le hello. Tony Truant. Unique. Non, fais pas trop. s'il te plaît. Foudre. Salut mon Foudre, comment Comment ça va vas-tu? les amis? Bah écoute, la forme, ça fait plaisir de revoir tout le monde à l'événement. Après Écoute, ça nous fait, 3 mois dans le guidon. Tu m'étonnes. Ça nous fait tous plaisir. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie d'utiliser mon micro comme une baguette magique et de faire réparons. Oculus Reparo. Ouais, je suis désolé, les petites lunettes ont eu un problème ce week-end, le week-end dernier.
Alors Foudre, bon, les gens te connaissent pour ton contenu sur Twitter, également pour tes articles sur le journal du Coin, sur ta présence et ta compétence sur l'écosystème Multiversix. Aujourd'hui, tu évolues en tant que analyste chez Atom, également chez Soul Protocol. Mais j'aimerais qu'on parle avec toi de l'information et de l'expertise blockchain et crypto. Tu t'intéresses à plein de choses aujourd'hui. Tu es connu comme étant un analyste on-chain, mais également tu t'intéresses beaucoup aux fondamentaux. Moi, j'aimerais savoir, en 2024, donc en gros sur les 12 derniers mois, quelles ont été les innovations, les primitives, comme tu dis, qui t'ont peut-être le plus excité. Ouais, d'abord, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a le plus excité ces 12 derniers mois, disons. Ces 12 derniers mois, je pense qu'une primitive importante qu'on a vu arriver, notamment avec le restaking, donc Eigenlayer, mais aussi Play Network qui va arriver sur MVX bientôt. Ça, c'est un nouveau mécanisme qu'on a vu arriver. Un autre que j'aime bien aussi, c'est la vision qu'a Morpho de la DeFi, et on voit de plus en plus de protocoles se tourner vers ce qu'on appelle des protocoles qui sont governance-less. Donc avec une gouvernance qui est en fait qui a un pouvoir très minime sur le protocole, car tout est déjà, tous les mécanismes en fait sont pensés pour être autonomes. Donc c'est le cas par exemple de Morpho où la gouvernance, je crois, a juste le choix de choisir les frais qu'elle prend sur les vaults qui sont gérés par ce qu'on appelle des curators. Et tu as aussi par exemple l'equity où la seule chose que la gouvernance peut gérer, ça doit être au niveau, je crois, d'un certain APR, enfin je sais plus exactement lequel, mais donc j'aime bien cette vision d'avoir des protocoles qui sont governance-less. Ça apporte vraiment une nouvelle vision comparée à ce qu'on peut voir avec AAV, avec DAI, qui peut aussi poser ses problèmes de temps en temps. Donc assez intéressant. Ouais. Si on revient sur le restaking, c'est une primitive qui a 12 mois, hein, ça a 1 an à peu près. Quel intérêt tu vois dans ça, et peut-être tu peux en 2 mots expliquer c'est quoi le restaking, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ont entendu parler de ce mot-là mais qui ne savent pas forcément formuler ce que c'est. Alors le restaking, c'est le fait d'utiliser du coup un token qui est déjà staké, donc par exemple le STIT de Lido, pour pouvoir en fait utiliser ce qu'on appelle sa crypto-economic security, donc la sécurité qui provient de la valeur de l'asset, pour sécuriser autre chose. Et donc du coup dans le cas d'Eigenlayer, on peut utiliser donc du coup restaker soit nativement des ETH, les validateurs en fait peuvent donner leur clé de crédence en fait de leur nœud à Eigenlayer, comme ça on peut les slasher, ou alors les utilisateurs du coup peuvent venir et restaker des ST-HIT, des HIT de Rocket Pool, etc. Donc ça va permettre en fait de déléguer ces nouveaux ST-HIT à des nouveaux validateurs pour valider par exemple des oracles, des réseaux qui font des calculs sur de la cryptographie, du ZFE, ce genre de choses. C'est un peu appliquer le proof of stake à des dApps en fait. Exactement. Alors jusqu'à présent c'était pour des blockchains quoi. Exactement. Raphaël, C'est quoi peut-être pour les gens qui nous écoutent le risque qu'il y a derrière le restaking? Parce que là on parle quand même de créer de plus en plus de chaînes. Il y a aussi des agrégateurs de restaking qui font du restaking sur du restaking. C'est quoi pour toi le premier risque qu'il peut y avoir sur des gens là qui voudraient faire du restaking? Alors le premier risque qu'il y a, en fait, c'est qu'on vient rajouter des règles sur un asset. Donc l'ETH a certaines règles au niveau du consensus qui fait qu'on peut être slashé en tant que validateur sur Ethereum. Par contre, si tu viens faire du restaking, tu viens ajouter des nouvelles règles et en fait tu viens empiler des risques les uns sur les autres. Et ça me fait penser du coup à un article de Vitalik qui disait éviter de j'ai plus le mot. Dis-le autrement. Éviter d'ajouter trop de risques au consensus, si tu veux, parce que ça peut poser des problèmes plus complexes. Si les règles peut-être s'opposent, non? En fait, tu as des règles qui peuvent être mises dans le code, et tu as d'autres règles en fait qui vont avoir besoin d'un avis qui est quasiment subjectif. C'est pour ça qu'on parle d'intersubjective staking pour le token de Eigenlayer. En fait, il sert à choisir ou à trouver un consensus lorsque le code, en fait, c'est quelque chose que tu peux pas faire dans le code
par exemple, quelque chose que la blockchain ne sait pas. Si tu as une mauvaise donnée qui a été donnée à la blockchain par un oracle, là, la blockchain ne peut pas le savoir. Elle prend la donnée telle quelle. Donc tu dois forcément avoir un consensus humain derrière pour dire ok, c'est ces validateurs-là qui ont donné la mauvaise donnée ou quelque chose. Donc ouais. Ouais, je vois. Et on parle de risk-taking Bitcoin aujourd'hui. On parle de risk-taking sur différentes chaînes là aussi. Est-ce que tu penses que ça ne peut venir que d'Ethereum, qui est la chaîne de proof of stake la plus décentralisée, la plus sécurisée, la plus éprouvée, ou est-ce que tu crois au risk-taking venu de Bitcoin, ou peut-être demain, on sait rien, de Solana ou d'autres blockchains peut-être plus petites? Bah, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est que comme Bitcoin en tant qu'asset ne sert absolument à rien dans le consensus, c'est les mineurs qui s'en occupent, donc il n'y a pas de proof of stake sur Bitcoin. Donc en fait, tu n'as pas cet ajout en fait de nouveaux risques. Donc Bitcoin est peut-être plus sûr en tant qu'asset de risk taking grâce à ça, comparé à Ethereum. Et c'est l'asset le plus valorisé aujourd'hui, tu vois. Donc c'est celui qui a la plus grande résilience, la plus grande liquidité. Donc forcément, c'est aussi celui qui peut être le plus utile à utiliser autrement que juste asset, l'or numérique et ce genre de choses. Quand tu parlais de tous les paramètres qu'il peut y avoir, en fait, on additionne des règles et ces règles ont un incident sur après la détention qu'on a de ce risk-taking là. C'est ça? Ouais, exactement. Et tu parlais tout à l'heure de la décentralisation de la gouvernance sur les protocoles DeFi. Tu parlais de l'exemple de Morpho. On a le sentiment que ces protocoles, pendant les premières années, ils centralisent assez, histoire de finalement fabriquer l'infrastructure. Et ensuite, dès que tout est en place, entre guillemets, petit à petit, ils ajoutent des doses de décentralisation. Est-ce que tu penses que ça, c'est sain, que les fondateurs mettent les briques eux-mêmes et ensuite commencent à mettre de la décentralisation? Ou est-ce que toi, tu penses que la décentralisation doit venir plus tôt? Ou est-ce qu'au contraire, la décentralisation, à un moment donné, ça peut pas, je sais pas moi, être délétère pour le protocole en lui-même? Enfin, c'est une vraie question, la décentralisation. Alors, je dirais que un des problèmes de la gouvernance, c'est que c'est pas scalable. Si tu regardes par exemple Aave ou même DAI, la participation sur ces protocoles-là est très faible. Tu as beaucoup, donc Aave fonctionne avec ce qu'on appelle, je crois, c'est des délégateurs ou des nominés, quelque chose comme ça. Donc les utilisateurs peuvent venir donner déléguer leur token, leur pouvoir de vote à, par exemple, l'initiative Aave Chan de Mark Zeller pour Aave. Et ils ont implémenté ça parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des gens, même pour quelque chose comme Aave, qui est aujourd'hui le plus gros protocole de DeFi, toutes chaînes confondues, la participation est très faible. Donc c'est le gros problème de la gouvernance, et c'est pour ça que tu as des Morpho par exemple qui vont vers des systèmes qui sont governance-less entre guillemets. Et ce qui serait pas envisageable, tu me dis si c'est stupide, ce sont les détenteurs de tokens qui ont le droit de voter. Et si on veut que ce soit plus scalable, est-ce qu'il ne faudrait pas récompenser les personnes qui participent plutôt que conditionner le vote à la détention? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou pire, allons plus loin, allons dans un modèle à la belge où le vote devient obligatoire. Ouais. Et si tu votes pas, tu as une amende. Typiquement, là, tu serais, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible ou pas? Tu peux imaginer un système qui est punitif. C'est-à-dire que les stakers, donc toutes les personnes qui choisissent de staker gagnent un rendement qui peut venir des revenus du protocole. Et que par contre, si tu veux avoir le droit d'avoir ces rewards, tu dois participer. Et si tu ne le fais pas, tu as, je sais pas, un slashing ou quelque chose. Donc c'est possible. Ou alors, à l'inverse, au lieu de peut-être de punir, tu pourrais récompenser ceux qui votent avec un boost de yield ou ce genre de choses, par exemple. La finalité est la même, mais non. La psychologie derrière Ah oui, le bâton ou la carotte. Voilà. Non, mais c'est comme l'écologie. Mais je veux dire, c'est que il y a l'autre. Dynamiquement, c'est la même chose. Tu vois, les participants qui. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà, que tu as déjà vu ou pas du tout? Je crois pas avoir vu de système punitif. Que Jupiter a un peu le même système, alors qui a moins d'impact sur la gouvernance. Enfin, c'est juste la DAO qui vote pour la gouvernance, mais où en fait ils incentivent les gens à venir voter en leur disant vous savez que pendant 3 ans on a un airdrop annuel et tous les votants vont récupérer des tokens et vont récupérer aussi des projets qui se sont lancés. Pour moi, c'est un peu arrête-moi si je me trompe, mais c'est un peu cette idée-là de dire on va vous récompenser si vous votez, si vous participez. Et les gens connaissent un peu les règles au début. Parce que quand c'est un peu flou, on se dit va participer à la DAO, tu auras peut-être un airdrop, ça n'a pas le même impact qu'il y aura un airdrop. Ouais, ça me fait penser aussi à ce que a fait Optimism pour leur airdrop 2 et 3.
ça a été quasiment uniquement tourné vers les participants à la gouvernance et à la DAO. Ouais. Donc c'est un moyen, mais c'est un moyen qui reste limité dans le temps parce qu'à un moment, il y aura plus d'airdrop. Donc ça permet peut-être de lancer la machine, d'incentiver le départ de la gouvernance. Et une fois que tu as les participants, en général, c'est quelque chose qui s'auto-entretient aussi. Mais c'est un gros problème aujourd'hui pour moi, la scalabilité de la gouvernance. Tu vois, c'est comme si on demandait à tous les Français de donner leur avis sur chaque loi qui sont votées. Ça marche pas. Bah, à l'image aussi de nous, notre gouvernance, si on regarde à l'image du pays, elle n'est pas forcément hyper scalable non plus. C'est pour ça que on a des députés, on vote des députés, et c'est à eux de faire le job pour nous. Ouais. Alors, est-ce qu'ils le font? C'est une autre histoire, mais Ouais. Autre sujet. peu de sujet. Ouais, mais là, on est vraiment dans le mode de scrutin, quoi. C'est-à-dire que l'idée étant peut-être pas de voter pour tout, mais que tout le monde vote. Et c'est deux enjeux différents, en fait. C'est comment dire, le bassin électoral, le pourcentage finalement de ceux qui vont voter. Et après, il y a le périmètre de vote. Sur quoi est-ce qu'on vote? C'est deux sujets hyper intéressants. Dernier, il nous reste quelques minutes. Foudre, on peut parler un petit peu de Multiversix, qui est un écosystème que tu connais bien, que je connais aussi un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, 2025, comment tu vois Multiversix? Question vaste et réponse rapide, mais gros, je sais que tu es Tu capable. m'en demandes beaucoup, là. Non, tu vas y arriver. Allez, en 2-3 minutes, voilà, Multiversix en 2025, comment tu vois l'écosystème, la blockchain, voilà. Alors, je pense que le secteur là où Multiversix a vraiment des belles évolutions devant elle, ça reste la DeFi, avec Atom, avec le stablecoin qu'on va bientôt sortir. Et c'est vraiment ici qu'on peut commencer à créer ce qu'on va dire un compound effect, donc qui peut vraiment peut-être apporter des nouveaux builders, de nouveaux protocoles et avoir un système qui fonctionne, qui s'auto-entretient avec le temps. Et quelque chose de très important aussi qu'on doit faire en tant qu'écosystème, mais aussi personnellement, individuellement, c'est attirer de la liquidité. On est tous holders de GLD, mais est-ce qu'on est holder de Bitcoin? Est-ce qu'on est holder de DTH pour ramener aussi ces liquidités chez nous? Parce que c'est des liquidités qui sont importantes parce qu'en fait, elles ont une valeur et donc elles ont une nécessité à être arbitrées. Donc soit elles sont arbitrées par l'écosystème lui-même, soit par des acteurs extérieurs, mais en tout cas, ça permet aussi de ramener d'autres acteurs peut-être plus complexes que ce qu'on a déjà aujourd'hui pour venir faire vivre la chaîne, si tu veux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pas nécessairement. C'est pas ça que j'avais en tête. Okay. Soul, c'est encore un autre sujet. Mais je parlais vraiment de capturer de la liquidité qui a de la valeur, qui nécessite d'être arbitrée et qui potentiellement pousse la participation d'autres acteurs qui sont pas encore dans l'écosystème. Et ça passe par avoir aussi des stablecoins qui sont natifs, donc soit décentralisés, soit centralisés USDC par exemple. Mais c'est quelque chose d'important et quelque chose sur lequel on devrait vraiment, pour moi, se focus. Ok. Et alors, Multiversix aux États-Unis? Je sais pas s'il y a grand chose à dire. C'est compliqué. On verra bien, j'ai envie de dire. On verra bien. Ils essayent. Bon, ils sont en contact apparemment avec World Liberty Finance. De manière opportuniste, bien sûr, je pense. Mais qui ne l'est pas? Bien qu'il ne l'est pas, Après exactement. tout, hein. Donc, merci on beaucoup, verra mon bien. Foudre. On te Avec souhaite plaisir. plein de belles choses pour cette année. Et puis, tu vas laisser la place à un autre ami, Hakim, de Globiz, qui va venir nous rejoindre sur le canapé. Salut, Foudre. Bon. Hello, Hakim. Hello. Comment vas-tu? Bah ça va, et toi? Comment Salut, tu vas? Hakim. Très, très bien. Tu as pas mis ta casquette Globiz aujourd'hui. Incognito là. Alors Hakim, tu es le fondateur de Globiz, qui est une plateforme de location saisonnière un peu à la Airbnb, mais avec une composante Web3. Je voulais que tu viennes ici dans le canapé pour qu'on parle un peu RWA, qui est une narrative dont on a beaucoup parlé notamment l'année dernière, donc la tokenisation des actifs réels. Toi, typiquement, tu t'apprêtes à tokeniser les nuitées. Mais demain, le but du jeu, c'est de pouvoir tokeniser tout. Moi, j'ai un principe qui, depuis des années, qui est qu'un jour, enfin, tout sera tokenisé un jour. Ou en tout cas, on mettra de la blockchain partout. Est-ce que, vu ce que tu as vu là depuis peut-être un an, sans aller beaucoup plus loin, où l'RWA, ils ont eu une petite hype, et puis après,
ça a été un peu remplacé par d'autres. Est-ce que tu penses que c'est cyclique et que ça va revenir comme d'autres, ou est-ce que tu penses que ça va prendre vraiment du temps avant que les RWA s'imposent véritablement dans la finance, dans l'industrie, dans le tourisme et dans les différents secteurs? Alors clairement, le RWA, c'est un secteur, c'est un des secteurs principaux pour le futur. C'est-à-dire que quand on voit des énormes comme BlackRock qui rentrent et les ETF, etc., on voit vers quoi on tend. Pour répondre à ta question, le problème aujourd'hui dans la blockchain, c'est que la plupart des personnes rentrent et cherchent des multiples. Il y a une éducation au niveau investissement qui est relativement faible. Et du coup, les gens ont plus tendance, et d'ailleurs c'est pour ça que les meme coins ont explosé dernièrement sur Solana, et les gens vont avoir plus tendance à aller chercher des gains rapides plutôt que de miser sur des rendements solides via les RWA qui prennent du coup forcément beaucoup plus de temps. Après, est-ce que la trend va s'estomper? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Non. Comme tu disais à l'instant, tout ou presque tout pourrait être tokenisé demain. Que ce soit un immeuble, que ce soit des nuitées, que ce soit une bouteille de vin, que ce soit, peu importe. Donc non, c'est un secteur qui reviendra, il aura son heure. Mais pour toi, c'est un problème que les gens aillent chercher des multiples rapides, cet enjeu de dire la patte du gain et de pas forcément se tourner vers, on va pas dire forcément de vrais actifs, on va pas les négliger le reste, mais soit pas attiré par exemple sur de la tokenisation, etc., du RWA. écoute, si tu as 100 ou 200 ou 300 euros dans la poche et que tu peux acheter un petit mème qui fait un x 100 ou un x 1000, Personne ne dira non. au pire tu perds 100 euros. Si maintenant tu as 100 ou 200 ou 300 euros et que tu veux investir sur un projet où tu as 6, 7, 8, 9% de rendement, c'est tout de suite moins sexy. Et c'est pour ça que je parlais d'éducation au niveau de l'investissement. C'est qu'aujourd'hui, on a un déficit là-dessus, et c'est pour ça que les gens ont tendance à aller vers ça. Mais je suis le premier à acheter des meme coins, donc je le rabaisse pas. Je cherche aussi des multiples, mais il faut savoir diversifier son portefeuille, on va dire. Pour toi, ça vient vraiment en complément. C'est des choses qu'on évoquait avec Jerem, mais il y a beaucoup d'activités où on parle de diversifier les patrimoines, on parle d'apporter une brique complémentaire. Et pour toi, le RWA en fait partie, de ce que je comprends. Pour toi, c'est pas l'altif ultime qu'on doit détenir dans son portefeuille, mais c'est une clé pour arriver à un homogène global, quoi. Clairement, au même titre que dans la finance traditionnelle, on peut avoir des actions, un PEA, un immeuble, un appartement, peu importe, un compte bancaire, un peu d'or. Dans le Web3, c'est pareil. Il y a des actifs ultra risqués, d'autres un peu moins risqués. Il y a de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Oui, la diversification, c'est clairement la clé. Clairement, ouais. Tu parlais d'éducation en principale barrière à l'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres barrières à l'entrée? Est-ce qu'il y a d'autres challenges à relever pour les RWA pour justement qu'ils atteignent une adoption plus importante? Et puis, deuxième question, sur les rendements, est-ce qu'on ne peut pas envisager des RWA avec un rendement qui soit, alors peut-être pas équivalent au meme coin, mais qui soit peut-être un peu plus important, des mécanismes? Est-ce que tu connais des solutions aujourd'hui, je ne sais pas, qui permettent de booster les rendements pour que ce soit plus attractif? L'argent, il n'est pas magique, pour répondre à la deuxième question. Booster les rendements d'un secteur comme, je sais pas, on va prendre l'immobilier par exemple. Celui qui te vend un investissement immobilier avec un rendement à 30%, court ailleurs. Enfin, vraiment. Après, pour revenir à ta première question, le principal frein, non, c'est même pas le manque d'éducation. Clairement, c'est la partie réglementaire, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. Aux États-Unis, c'est la SEC. En France, il y a MiCA, il y a 40 organismes différents. Il y a une vraie barrière réglementaire. Je vais parler de Globiz. Aujourd'hui, Globiz est confronté à un réel problème légal. En voulant tokeniser les nuitées, on devient prestataire de service. On est censé obtenir l'agrément. C'est quelque chose qui coûte très très cher.
C'est quelque chose que peu de sociétés aujourd'hui peuvent se permettre et surtout que très peu ont obtenu, pour pas dire presque pas. Donc non, c'est clairement ça la barrière principale aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet. On recevra tout à l'heure Arnaud Toiti justement pour parler régulation et je pense qu'il ne te contredira pas là-dessus. Donc effectivement, l'éducation, la réglementation, quid de la complexité de la blockchain? Parce que c'est vrai que si on veut une adoption massive, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas masquer aussi le jargon blockchain, peut-être même le concept de wallet, toutes ces choses-là, et comment est-ce que toi, chez Globiz, ou peut-être dans ce que tu vois sur le marché aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir à terme utiliser la blockchain sans l'avoir? Alors clairement, d'ailleurs le terme de wallet abstraction, même lui, il est déjà trop complexe. Mais clairement, il faut que tout disparaisse. Il faut, pour Globiz par exemple, c'est une plateforme où tu te connectes, tu listes ton bien, où tu réserves avec ta carte. T'as pas besoin de voir le Web 3 et tout ce qui se passe derrière en back. Mais j'ai oublié aussi un point en fait pour revenir juste à la question d'avant. Il y a la blockchain est censée aider à apporter de la liquidité et booster le marché secondaire. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez d'utilisateurs. Donc du coup, ce marché secondaire, il est vachement fébrile. Et ça aussi, c'est un frein parce que quelqu'un qui investit dans la tokenisation immobilière, peu importe le produit, La liquidité. La liquidité, Ça c'est ça. coûte très cher, en vérité. Parce que déjà, en fait, tu dois acheter l'utilisateur initial. Et ensuite, si tu veux que ça fonctionne, il faut aussi que tu attires des gens qui vont venir potentiellement apporter de la liquidité sur l'actif. Et en plus, comme c'est un securities, tu peux pas le faire sur les marketplaces traditionnels, donc tu bénéficies pas de leur exposition. Ouais, c'est horrible. Raphaël? Moi, j'avais une question. Tu parlais de wallet extraction. Sans venir là, il y a une chaîne là, qui s'est lancée en début de semaine, Abstract, qui se dit un peu comme la consumer chain. Est-ce que pour toi, la clé va être là en ayant une UX et une utilisation très très simple avec un email, etc. Pour toi, ça permet vraiment d'aller chercher des acteurs pour aller sur du RWA, où on est encore dans une illusion de dire on lance une nouvelle tendance, on a une hype avec les Pudgy Penguins, on a une nouvelle tech, mais en réalité, c'est c'est le dessus de l'iceberg. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toute cette thématique du consumer, en fait. En fait, tu vois la voiture là, si je veux te la vendre, je vais pas t'expliquer comment j'ai construit son moteur. Clairement, je vais juste te dire qu'elle est magnifique, elle va de 0 à 100 en 2 secondes 2 et que n'importe quelle nana va rentrer avec toi dans la voiture. Et il est là aujourd'hui le problème du Web 3, c'est qu'on essaye de nous expliquer ou de nous vendre une tech. Et tu vois, demain, l'unique moyen en fait que ça marche, c'est qu'en fait on utilise la technologie en back sans en parler zéro. Et donc ce qu'il voudrait dire, c'est que pour le cas de Globiz, je reparlais de Globiz, tu te connectes avec ton Gmail, c'est fin de l'histoire. Après, si tu veux payer en crypto, tu payes en crypto. Si tu veux payer avec ta carte bancaire, tu payes avec ta carte bancaire. Mais il faut que tout soit invisible et surtout, tu peux te connecter avec n'importe quelle wallet. C'est-à-dire que l'avenir, le futur, il doit être omni-chain, cross-chain, multi-chain, comme tu veux, mais ce sera la clé de la réussite pour la blockchain. C'est ce que dit souvent Layer 0, build on omni-chain. Complètement. Tu parles de la voiture, alors pour évidemment les spectateurs ils savent pas, mais juste en face de nous, en fait, on a une Lamborghini qui est avec des stickers CryptoXR, etc. Et pour le coup, c'est amusant parce que cette Lamborghini a été elle-même tokenisée. C'est-à-dire que tu peux acquérir une part de cette Lamborghini. Je crois que c'est 10 000 euros la part. Et ça te donne le droit en fait à la jouissance de la voiture pendant une période, à l'accès à des avantages, etc. Et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui quand tout peut être tokenisé, en vérité on sait qu'on peut tokeniser des espaces publicitaires, on peut tokeniser des actifs immobiliers, on peut tokeniser des titres financiers, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment très vaste comme marché. Au niveau des investisseurs institutionnels, on sait que BlackRock a lancé une plateforme RWA. On voit qu'il y a une appétence quand même des acteurs institutionnels là-dessus. Toi, est-ce que dans tes rencontres avec des institutionnels, des VC ou n'importe quoi, c'est quoi leur principal intérêt, ou au contraire, c'est quoi leur principale barrière à investir justement dans des projets comme ceux-là qui sont peut-être pas forcément au top de la hype à l'ère de l'intelligence artificielle, des meme coins, etc. Ils disent quoi? Ils disent pas maintenant, ils disent plus tard, ils disent. Enfin, c'est quoi
le retour qu'on a des institutionnels là-dessus? Et est-ce qu'ils comprennent? Alors, si en termes d'institutionnels, on entend les banques, non, ils ne comprennent pas, ils sont pas là. Même je suis désolé de le citer, mais même la BPI, qui se dit volontaire, en tout cas dans l'accompagnement des projets Web3, elle a quand même encore beaucoup de mal à passer le cap. Après, sur un secteur plus VC, fonds d'investissement qui font déjà ça, c'est simple, ils répartissent leurs risques. Donc, s'ils ont 95% de leur portfolio sur des choses moins risquées, ils ont 5% sur des choses beaucoup plus risquées. Et donc, ils vont chercher à investir. Après, il y a tout un tas de raisons, de contexte qui font qu'un VC va sélectionner tel ou tel projet. C'est vrai qu'on n'a pas forcément vu énormément de projets RWA qui ont bénéficié d'autant d'intérêt que des secteurs comme tu parlais, l'IA ou des LLM ou toutes ces choses-là. Et toi, tu as développé, ce sera ma dernière question, Hakim, tu as développé ta plateforme sur Multiversix. On en parlait juste avant avec Foudre. C'est quoi ton avis justement sur Multiversix en 2025 pour Globiz ou même plus généralement? Alors, je pense que je vais répondre de la même manière que je t'ai répondu tout à l'heure. On a développé la base du projet sur Multiversix, donc la technologie de Multiversix qui est exceptionnelle. Multiversix n'est pas du tout la blockchain la plus connue. Donc la finalité, c'est pas juste Multiversix, c'est être cross-chain, multi-chain. Où est-ce que je vois Multiversix? Je vois que c'est une super tech, très fonctionnelle, qui a pour l'instant prouvé qu'elle buguait pas, tout simplement. On verra ce que l'avenir nous réserve. États-Unis, France, on verra bien. Merci beaucoup, Hakim. Merci On va à te vous. souhaiter une belle année et puis tout le meilleur pour tes projets. Merci Et beaucoup, puis les à gars. bientôt. À Je vais bientôt. passer le micro à notre prochain invité, Arnaud Toiti, la star des avocats tech, crypto, IA. Un honneur de te passer le micro. Le sujet US revient beaucoup sur. Ouais, parce qu'en fait, évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où surtout que on va en parler avec notre ami Arnaud. Comment tu vas, mon ami? Ouais, très bien. Très heureux de t'avoir. Oublie pas le micro. Très heureux de t'avoir avec nous sur GM Web 3 directement en direct de Crypto USR. Alors d'abord, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Tu as passé une belle année? Ça va. J'ai vu ton compte rendu sur LinkedIn. voilà, c'était c'est une ça. longue et belle année. Exactement, c'était dense. Bon. C'était dense. Alors on va parler régulation, tu te doutes bien, un petit peu droit et régulation surtout. Peut-être si tu veux, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu veux nous peut-être quels ont été les faits les plus marquants en 2024? On va parler évidemment de Mika, mais à travers peut-être des exemples, des faits d'actualité liés à la régulation, et après on parlera évidemment des mois prochains. Évidemment, tu l'as dit, Mika. Je sais pas, d'ailleurs, je regarde la caméra ou je te regarde plutôt toi? Je regarde la caméra. Je regarde qui tu veux. Ok. Tu dis ça avec des yeux de braise en plus. Ok. Mika, principalement, je pense que ça a été le sujet majeur. Puisque pour rappel, Mika, c'est une réglementation qui est rentrée en 2 temps. Il y a eu d'abord une partie sur les stablecoins en juin 2024 et puis en décembre 2024 la partie plus globale sur les prestataires de services en actifs numériques. Donc ça c'est quand même un cataclysme d'une certaine manière pour les acteurs qui sont régulés en Europe et qui ont la nécessité de se mettre en conformité très rapidement pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça c'est un sujet. On a tout un tas de réglementations dont on a commencé à parler. Il y a TFR, la réglementation sur les transferts de fonds et la nécessité de KYCiser. La travel rule. Exactement, la travel rule. Il y a la réglementation d'Acuit, qui est la collaboration au niveau fiscal et le fait que effectivement il y a merci beaucoup. Il y a une nécessité pour les plateformes de communiquer, de transmettre les informations au niveau international. Donc ça va aussi avoir un impact. Après, il y a eu des affaires un peu sensibles. Je pense à Tornado Cash, par exemple. Je rappelle quand même qu'à la base, on s'est retrouvé avec une décision où finalement le fondateur de Tornado Cash a été condamné et finalement on est revenu sur cette décision en appel. Rappelle, Tornado Cash, un mixeur qui permet, on va dire, d'anonymiser les flux de crypto. Et aux États-Unis, en première instance, on peut dire, même si c'est pas exactement le terme, le développeur, le fondateur a été condamné
pour avoir produit un code au motif que l'utilisation a été illégale. Et très récemment, absolument, finalement, la justice américaine a décidé que, en fait, tu peux pas être condamné pour le code que tu as fait. Et d'ailleurs, ça fait une jurisprudence énorme, notamment pour Samouraï, etc. Exactement. Mais effectivement, ça c'est aux États-Unis. Ouais. En France, tiens, puisque tu prends cet exemple, comment la France, elle statuerait au vu de la jurisprudence aujourd'hui en France là-dessus, tu saurais nous dire, ouais. Oui, probablement. Je dis probablement. En fait, si tu veux, et d'ailleurs, je vais être transparent avec toi en te disant que cette décision Tornado Cash, elle avait été énormément critiquée dans l'écosystème crypto. Et moi, j'avais relativisé ces critiques. J'étais pas complètement en désaccord avec la décision. On peut débattre. J'ai aucun sujet là-dessus parce que c'est le débat est toujours le même. C'est de dire est-ce que d'une certaine façon, est-ce que l'outil est responsable ou pas. Enfin, c'est le débat. Le débat est là. Couteau, exactement, ouais. le fameux couteau, tout à fait. Et moi, j'avais expliqué que si demain, en gros, pour subir la métaphore, si demain tu as un magasin qui vend des couteaux qui sont pas traçables et que tu sais qu'il y a de fortes chances que le couteau soit utilisé à des fins illégales. Est-ce que d'une certaine manière, on peut pas dire que quand même tu pousses un peu? Voilà. En gros, c'était ça mon argument. Maintenant, en France, il est vraisemblable qu'il y aurait eu aucune difficulté pour lui, simplement parce que la complicité, elle suppose une complicité active, et que là, manifestement, le simple fait d'avoir une plateforme n'est pas la complicité en tant que telle. En revanche, il y a quand même une plateforme, pas en matière de crypto, mais qui s'appelle Coco, dont tout le monde a entendu parler, forcément. La place de groupe Telegram un petit peu sur lequel des gens c'est même pas un groupe Telegram. Tu sais, tu te connectes en fait en mettant juste un nom. Et on sait que c'est une plateforme, je sais pas si tu en as entendu parler aussi, une plateforme qui était connue pour abriter quand même beaucoup de pédophiles. C'était connu et reconnu pour ça. Et le fondateur a été mis derrière les barreaux récemment, alors que à la base son argument c'était de dire moi en fait je me contente de créer la plateforme. Finalement, je suis pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Mais on se rendait compte que finalement, in fine, il donnait quand même tous les outils pour éviter de se faire tracer et on voyait bien qu'il y avait des problèmes. On peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé avec Pavel Durov alors dans ce cas-là, qui lui pour le coup c'est un autre événement énorme. Clairement, et là c'est la même chose, c'est-à-dire que lui il développe une plateforme, une messagerie cryptée, enfin pas vraiment mais un peu quand même, sur laquelle lui prétend dire moi je donne une infra en fait, et après chacun fait ce qu'il veut, et là il y a une information judiciaire qui a été ouverte sur complicité, donc là le terme... Vas-y, je te laisse. Non mais t'as raison, alors même chose, le discours qui est le mien est pas forcément hyper, on va dire que c'est dans l'écosystème crypto... Il vaut mieux il n'y a avoir... pas de discours attendu ici, tu sais. Chacun pense non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est plutôt dans un écosystème où on a envie de dire que il faut une liberté absolue, qu'il n'y a pas forcément de contrôle nécessaire, etc., etc. C'est vrai que ce qui lui a été reproché, c'est quoi? C'est que sur Telegram, il y a des groupes qui sont connus et reconnus comme étant des groupes clairement soit pédophiles, soit terroristes, et que ils ne collaboraient pas avec les juridictions françaises, et notamment avec le parquet. Qui lui envoyait effectivement des demandes d'informations auxquelles il ne donnait jamais suite. Et en fait, on a considéré qu'il viendrait de sa passivité ou de son refus de collaborer. Pour être honnête avec toi, je ne pense pas que d'un point de vue juridique, les reproches qui lui sont faits soient justifiés, et donc je ne pense pas que in fine il soit condamné à quoi que ce soit. Je pense, encore une fois, toutes les réserves. En revanche, je pense que c'était un énorme coup de pression auquel d'ailleurs il a cédé. Ouais, les conditions générales. Voilà, il a cédé. Il peut plus bouger de France. Il est un peu bloqué. Donc, comme par hasard, tout d'un coup, il s'est mis à collaborer et à devenir presque limite l'inverse de ce qu'il a prôné pendant plusieurs années. Donc, je pense qu'il y avait un coup de pression. Et je pense que le coup de pression a été efficace. Mais je ne suis absolument pas convaincu que, in fine, il aurait été condamné parce qu'il n'y a pas de complicité active de sa part, à mon avis. Ok. Vas-y, Raphaël. Moi, j'ai une question, Arnaud. Là, on a parlé un peu de régulation. T'as parlé de Mika. Moi, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps et il y a un mot qui me revient souvent, c'est Europe is useless, de la part de nos confrères américains, asiatiques. Ils prônent souvent cette régulation à outrance qu'on fait en Europe, que ce soit sur les high, mais aussi sur la crypto. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? Est-ce que Europe is useless or... Alors, useless, c'est quand même dur. Je reprends les termes. Non, mais t'as raison, c'est pour ça que je reprends. Non, mais t'as raison. Useless, c'est quand même dur. Je pense pas que l'Europe soit complètement perdue à la cause. Je pense qu'en revanche, on prend très cher. Et je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est certain. Et maintenant, est-ce que on est pris en étau entre les États-Unis qui
Si on parle de la AI, j'en parle même pas, mais sur la partie crypto, on a quand même Trump qui d'un coup est en train de nous faire un délire de dérégulation totale, et qu'on a de l'autre côté la Chine qui, bon, s'est jamais vraiment soucié des questions de régulation pour X ou Y raison. C'est vrai qu'on est quand même pris en étau entre les deux, et que l'avenir est pas ultra positif. Pour autant, j'en parlais avec quelqu'un juste avant. Je pense que la dérégulation totale, elle est aussi dangereuse. C'est un avis personnel, encore une fois, qui n'est pas forcément conforme avec l'écosystème auquel je m'adresse maintenant, mais c'est un avis personnel. C'est que je pense que prôner une forme de dérégulation absolue, c'est pas forcément une bonne chose. Et que la question, c'est la question du curseur. Nous, on va certainement beaucoup trop loin en matière de réglementation. On est des professionnels de la matière, on va trop loin. Donc moi, ma petite espérance, auquel je crois assez peu, mais j'ai envie d'y croire, c'est de me dire qu'en Europe, on va arriver quand même à essayer peut-être à un moment de baisser un peu la pression et le curseur, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, en faisant ça, en faisant ce qu'on fait, en réalité, on pousse les acteurs à partir. Et c'est un exode probablement massif en matière d'IA et de blockchain auquel on va devoir faire face dans les années qui viennent. Donc peut-être qu'à un moment, au niveau européen, il y en a qui vont se dire, bon, il y a peut-être quand même un sujet, il faut qu'on réfléchisse à abaisser le curseur, et peut-être à dire aux autres, les autres font n'importe quoi, parce qu'ils dérégulent massivement. Donc, venez quand même chez nous pour avoir un peu de protection. Par contre, on veut pas détruire l'innovation. Voilà, c'est ma petite espérance, mais pour l'instant, on est très mal barré. C'est évident. En plus, on ajoute à ça la réglementation, mais aussi en France la fiscalité. Non, mais c'est le cocktail est magique. Je pense que les gens autour de nous ont vu quand même le président d'une toute petite société qui s'appelle LVMH, qui s'exprime jamais, parle jamais, donne jamais son avis. Il est d'une discrétion absolue. Bon, c'est quand même un type dont personne ne peut contester le fait que c'est un des plus grands chefs d'entreprise que la France ait connu, si ce n'est le plus grand, et qui vient expliquer en disant, bon, je suis quand même allé aux États-Unis, il se passe quand même des choses intéressantes. Quand je reviens en France, je me pose quand même des questions. Quand t'as un type comme ça qui te dit ça, si à ce moment-là tu réagis pas, tu réagis jamais. Tu penses que la France, l'Europe va réagir? Non, clairement pas du tout. Donc c'est bien le problème d'ailleurs. Alors justement, dans ce que tu as dit, il y a deux sujets qui m'intéressent. Tu es aussi spécialisé sur les sujets IA. Mais avant d'y aller là-dessus, tu disais ce serait bien que l'Europe peut-être revienne un peu en arrière ou assouplisse un petit peu. J'ai en tête une phrase qui dit que le jour où on t'enlève une liberté, même de façon temporaire, en général, on ne te la rend pas. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu crois que ça peut arriver? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le régulateur européen décide de retirer finalement une interdiction ou d'assouplir. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? J'ai l'impression, moi, qu'il y a une course en avant et que pour plein de raisons, on ne peut pas se permettre de revenir en arrière. Alors, ce que tu dis est vrai dans la plupart des cas, mais on peut quand même avoir des contre-exemples. Par exemple, il y a eu un sujet là récemment qui a beaucoup inquiété l'écosystème crypto, qui était le fait de devoir mélanger pour les PSAN un statut éventuel d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique quand on traitait de certaines opérations en stablecoin. Moi-même, j'étais le premier à être quasiment certain qu'on allait nous demander de doubler les agréments, simplement parce que en fait, ils en ont un peu que faire. En tout cas, c'était ce que je pensais de cette nécessité de devoir être vraiment régulé à l'extrême. Et en fait, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, et tant mieux, que y avait une réflexion au niveau européen qui était amorcée et qu'a priori, on allait vers plutôt quelque chose de beaucoup plus souple que ce que j'avais imaginé au départ. Voilà un exemple. Maintenant, c'est portion congrue et je pense que de manière générale, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à aller dans la surréglementation qu'à se rendre compte qu'on est allé trop loin. Donc, je reste quand même relativement sceptique. Ouais, parce que l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire que c'est un projet de loi ou un projet de régulation qui finalement n'a pas... Mais de là à peut-être revenir sur quelque chose qui a été voté, moi je l'espère de tout cœur, évidemment, nous sommes Français, nous sommes Européens, et c'est vrai que ça m'embête chaque jour de me dire, mais pourquoi là-bas c'est mieux? Mais effectivement, ouais, j'espère que ça arrivera. L'IA, rapidement, on a encore 3-4 minutes. L'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure avec Martinho du grand plan d'investissement aux États-Unis de 500 milliards pour développer l'intelligence artificielle. On voit la Chine avec DeepSeek, avec Alibaba qui sortent également leur modèle. Et nous, nous on a lancé Lucie. Et puis surtout, je vais te laisser nous donner évidemment ton avis, mais le jour où j'entends parler de ce plan de 500 milliards de dollars de Donald Trump, tout de suite je vais sur le site de l'Union européenne et je tape IA pour voir un peu c'est quoi le plan. Et ce que je vois, c'est
nous nous sommes dotés d'un cadre réglementaire innovant concernant l'intelligence artificielle. J'ai mis les deux déclarations, mais concomitantes en face, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que tu as le même constat ou est-ce que en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça? Pas forcément. Je suis désolé. Je suis désolé. Je comptais sur toi. Désolé. De manière très caricaturale, depuis à peu près une dizaine d'années, on lit souvent cette même phrase, les États-Unis innovent, les Européens régulent, les Chinois copient. Bon. Sur les deux premières phrases, je pense qu'il y a peu de doutes. Sur la troisième, il y a un vrai débat parce que je pense que les Chinois innovent beaucoup également et que tu as donné un bon exemple tout à l'heure. Sous toutes les réserves de savoir où les données sont stockées, puisque je rappelle que dans les conditions générales d'utilisation de l'IA que tu as cité, il est quand même précisé accessoirement que les données sont stockées dans des serveurs en Chine. Je dis ça pour ceux qui utilisent. ChatGPT, ils sont stockés à San Francisco. Oui, exact. Sauf que ChatGPT s'adresse à un public français et donc est compliant RGPD. Sinon, il aurait été interdit, d'accord? Et que l'IA chinoise a été interdit en Italie et va probablement être interdit en Irlande. Et donc, ça pose de vrais sujets RGPD majeurs. Okay. Voilà. Donc, il y a quand même une différence assez notable. Maintenant, pour répondre à ta question, pour investir 500 milliards, il faut les avoir. Les États-Unis ont un avantage sur nous énorme, c'est qu'eux, ils peuvent creuser le déficit parce qu'ils ont une monnaie qui a une valeur qui est inestimable. Nous, on n'est pas du tout dans la même situation. On a une limite en termes de déficit. On sait très bien, on a des règles européennes qui sont assez importantes et qu'on a un déficit budgétaire qui est majeur, qui est magistral, qui est sans commune mesure. Et que par conséquent, si on arrive à investir ne serait-ce que 10%, même pas, j'ai envie de dire 5%, 2,5%, peut-être 1% de cette somme, on sera déjà content. Je parle au niveau français. Donc voilà. Et au niveau européen, je pense qu'il y a de l'argent, on sait le trouver. Ouais. Pendant le Covid, on a su. Ah voilà, l'argent magique, la poudre de perlimpinpin magique d'Emmanuel. Je donne des armes à Bitcoin. Oui. Non, t'as raison. Voilà, mais c'est très simple. Hein. En Europe, on régule. En Europe, quand on te parle de réserve de Bitcoin, c'est les mêmes sujets, c'est-à-dire qu'on va te dire c'est très mal parce qu'on veut les CNBC. On veut réguler l'IA de manière majeure, on l'a fait d'ailleurs. Et il n'y a pas que des mauvais côtés là-dessus. Par contre, en termes d'investissement, je pense qu'on n'a pas de vision, en fait. Le problème de l'Europe, c'est qu'on est 27 et qu'il n'y a pas de vision stratégique. C'est-à-dire que l'IA, c'est ce qui va driver nos vies à nous, ainsi qu'à nos enfants, dans le prochain siècle qui vient, c'est pas les 2 prochains. Donc, quand on a un Trump qui arrive et qui dit, moi, je mets 500 milliards, c'est quand même pas une petite somme. Et que nous, on n'est même pas en train de se poser la question de savoir combien on va investir et comment on va le faire. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on est dépassé? On dit souvent que l'Europe, c'est comme une entreprise sans CEO, qui n'a pas une vision qui est imposée, c'est un consensus qui arrive et qu'on n'a pas une vision. On ne sait pas où on va, en fait. Tu sais, on parlait de Bernard Arnault tout à l'heure. Je veux pas être déplaisant, mais il y a un patron, donc Bernard Arnault, qui est un capitaine d'industrie et qui a amené son groupe à un niveau qui est absolument stratosphérique. À côté, on en a d'autres qui ont repris des boîtes de leur père, et on se rend compte que malheureusement, ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas de capacité à voir où est-ce qu'ils allaient, et malheureusement, ça a été un désastre, parce que mine de rien, ça s'invente pas. Et en Europe, en fait, on est un navire sans capitaine. Moi, je pense que, voilà. Et on terminera là-dessus parce que le temps file, je pense que l'Europe n'existe pas en vérité, si ce n'est pour faire des lois. Ok, Donald. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que ouais, mais en vrai, ouais. Non, parce qu'en fait, la dernière fois que des pays européens se sont peut-être mis ensemble pour créer une industrie avec une vision, c'était Airbus. Ouais. C'était avant l'Union européenne. Et finalement, ça a très bien marché. Et finalement, c'était quoi? C'était 2 États. C'était la France et l'Allemagne. Qui décidaient de se mettre ensemble pour créer un fleuron européen. Et finalement, est-ce que ça marchait pas les accords bilatéraux finalement? Juste pour information, hein, les États-Unis ont toujours poussé pour une Europe beaucoup plus large, pour intégrer les pays de l'Est, simplement parce qu'ils savaient, diluer le pouvoir de chaque État. Parce qu'ils savaient à ce moment-là que l'Europe allait être beaucoup plus difficile à gouverner. C'est pour ça que quand je disais Donald, c'était à moitié sous le ton de la blague. Il sait très bien que l'Europe est faible, il le sait d'un point de vue politique, il le sait d'un point de vue économique, et il en profite allègrement, et il va continuer à en profiter. Attention, puisque America First. Je suis obligé de te contredire parce que récemment, il a été très clair sur le fait qu'il ne parlerait jamais à l'Europe, mais qu'il ne parlerait qu'au pays.
Oui, c'est Mais donc ça va dans au donc ça va contraire. dans le sens. Ça remet le- S'il parle aux États-nations, ça veut dire qu'il les remet à la table, alors qu'avant Biden parlait avec Ursula et finalement avec une personne non élue. Donc en vrai, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Mais il faudra qu'on en reparle, mon ami. On en reparlera. Avec Avec grand plaisir. plaisir. Tu Ça prends marche. soin de toi. Merci. Tu passes une Plaisir belle partagé, année. cher ami. Merci On beaucoup. se dit à très vite. À très vite. Et tu vas passer ton micro si tu veux bien. Notre dernier invité, c'est Oslo, qui va arriver dans quelques secondes sur le canapé. Merci beaucoup. Je vais lui passer sinon, t'embête pas. À tout à l'heure, Arnaud. Bonjour monsieur. Salut Oslo, comment tu vas? Bah ça va et vous? Écoute, je suis très content parce qu'on tient le timing là. C'est beau. Ah, en termes de... On est au top. On est au top. Il nous reste allez, 12-13 minutes si on veut finir à l'heure. Au pire, on grappillera 1 ou 2 minutes au prochain. Ça va Oslo? Bah ça va, écoute. Alors ça va, Oslo, tu es connu sur Twitter pour tes analyses on-chain. Tu travailles chez Bubble Maps, qui est une boîte française de référence dans l'analyse on-chain, en faisant du mapping sous forme de bulles pour tracer un peu les tokens. Je le dis avec mes mots. Ouais, mais c'est Tu ça. peux En le fait, dire mieux, hein. chaque bulle est un wallet. Si les wallets sont connectés, les bulles sont connectées entre elles. S'il y a eu transaction, et ça permet de voir des clusters en fait de détention de tokens, notamment on fait de la visualisation de supply en fait de tokens. Excellent. Alors, je voulais que tu viennes avec nous ici un peu pour parler un peu d'actualité. Et notamment, donc 2024 a été marqué par l'essor considérable des meme coins. Et toi, c'est vrai que dans le cadre de tes activités, tu as dû t'amuser un petit peu à analyser. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les trucs? Allez, question un peu what the fuck. Qu'est-ce que c'est le pire que tu as vu? Ou le truc qui revient le plus souvent, mais qui est vraiment dégueu en termes de tokenomics ou de lancement. Et à côté de ça, est-ce que tu as vu des trucs bien qui t'ont agréablement surpris sur la matière, les méthodes de lunch en fait? Ouais, alors on va peut-être commencer par le pire. Allez. Le pire est ce qu'on voit très souvent sur les meme coins et notamment depuis que la plateforme PumpFun a été fondée. Sur Solana. Sur Solana. Donc pour ceux qui connaissent pas PumpFun, c'est quelque chose qui permet de créer un token en approximativement 2 minutes pour approximativement $5. Et surtout, ça permet à celui qui le crée d'acheter le token à la création avec le montant qu'il souhaite. Donc on s'est retrouvé en fait avec des gens qui créaient des tokens, qui achetaient 60% de la supply totale, qui les dispatchaient dans plusieurs wallets pour cacher cette distribution-là, et qui disaient c'est un truc de fou, il y a plein de holders, le market cap il est à 6 millions, on vise 60 millions. Et en fait, comme ils détiennent beaucoup de la supply, le prix monte très vite quand les gens achètent. Et en fait, eux, ils vendent via tous les wallets, mais il n'y a pas un gros wallet qui vend d'un coup. C'est plein de petits wallets qui vendent. Et donc, en fait, à la fin, on se rend compte que les fonds arrivent exactement au même endroit. Donc si toi, il n'y a pas des mecs comme toi, on s'en rend pas compte naturellement, on va dire. En fait, naturellement, tu t'en rends pas compte parce que même si tu vas sur un explorateur, quand tu vas sur un token et que tu regardes les holders, tu as une liste en général des wallets, et ça reste pseudonyme, c'est le principe de la blockchain. Et en fait, tu peux très bien avoir les 10 premiers holders qui détiennent 1% chacun. Si ça se trouve, ils ont été fondés par le même wallet que tu ne vois pas dans ces holders qui, lui, ne détient pas de token. Et en fait, les 10 wallets que tu vois sont la même entité. Donc, le plus gros holder, c'est pas 1%, 1%, 1%, c'est 10%. Et ça, c'est problématique et tu peux pas le voir réellement sans faire une analyse approfondie de comment les wallets ont été fondés, à quelle heure ils ont été fondés. Il y a beaucoup d'analyse temporelle qui se fait pour ces choses-là. Ok, donc ça c'est le pire, c'est ce qui vient le plus souvent. Est-ce qu'en ingénierie de l'escroquerie token, est-ce qu'il y a des choses qui sont même plus complexes que ça? Ouais, il y a des. En fait, à la création de PumpFun, c'était très facile de voir ces clusters-là parce que les mecs fondaient soit via Binance, soit directement via un wallet à eux. Ils envoyaient des soldes sur tous les autres wallets et ils achetaient via ces wallets. Derrière, il y a la plupart des escrocs ont commencé à passer par une plateforme qui s'appelle Jitotype, qui permet en fait de bundle les transactions. C'est-à-dire que tu vas faire une seule transaction qui, elle, va envoyer du Solana, par exemple, à 60, 70, 100 wallets. Comme un bulk en fait. C'est ça. Et ça, en fait, c'est très dur à tracer parce que tu as une seule transaction. Et par exemple, maintenant sur la V2 de Bubble Maps, c'est possible de le voir. Sur la V1, si tu rajoutais le wallet qui avait été utilisé pour Jitotype, il n'y avait pas de connexion entre les autres wallets. Et ça, on pouvait pas le voir. J'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est on sait souvent que les CEX comme Binance ont une adresse pour une multitude de wallets, une adresse de réception où il y a plein de tokens qui arrivent dessus. Qu'est-ce qui se passe si moi j'ai un wallet Solana, qu'importe, je crée mon coin sur PumpFun, je l'envoie sur cette adresse-là qui est commune, tu peux avoir la même que moi. Vous avez la capacité, enfin toi tu as la capacité d'aller tracer cette adresse-là. Enfin,
qui va te dire que cette adresse, ça peut être moi ou toi, quoi? Alors, il y a une précision à faire quand même. En fait, les plateformes centralisées fonctionnent avec une adresse de dépôt et un hot wallet. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même adresse. C'est impossible. Si tu t'envoies du Solana sur Binance, ça va arriver sur une adresse de dépôt Solana qui est propre à ton compte Binance, qui est du coup associé à ton KYC. Et derrière, c'est via cette adresse que ça va aller sur le hot wallet. Par contre, en sortie, si tu retires des fonds de Binance, là, c'est directement le hot wallet qui va t'envoyer des fonds. Donc, si moi je retire des soldes de Binance et toi aussi, on pourrait avoir le même wallet source qui nous finance. Par contre, si on envoie des fonds sur Binance, on n'aura pas le même wallet et c'est parfaitement identifiable. Donc là, ça veut dire qu'en gros, c'est que les gens qui envoient, là, on sait pas de qui ça vient. Par C'est contre, ça. quand je reçois, on saura que c'est moi ou GRM ou toi. C'est ça, quand tu te l'envoies sur l'échange. Si tu te l'envoies sur l'échange, c'est notamment ce que je fais côté perso, quand je retrace des fonds de victimes de siphonnage ou autre. Le mieux qui puisse arriver, c'est que ça arrive sur un échange centralisé qu'un KYC. Parce que l'adresse de dépôt, elle est associée au compte. Et dans ce cas-là, les forces de l'ordre peuvent faire la demande à l'échange d'avoir le KYC associé, quoi. Et là, pour aller révéler cette adresse, c'est quoi? Il faut une enquête? Tu parlais de force de l'ordre. Ouais, en fait, sur les victimes que j'aide, en fait, je fais un rapport de traçage complet avec tout le cheminement des fonds et une conclusion de où vont les fonds. Et derrière, il faut aller voir. Il n'y a aucun moyen en France de récupérer des fonds autre qu'en allant déposer une plainte, et notamment pas forcément en commissariat, plutôt en gendarmerie, demander un agent formé FinTech. Et là, ça peut faire bouger les choses. C'est encore très compliqué en France. Parce que ça marche vraiment ou c'est un peu une... Il y a eu des fonds déjà récupérés, Putain, hein, la merde. c'est très compliqué, hein, mais il y a eu des fonds récupérés. Actuellement, je bosse avec Broker Défense, ils ont récupéré pour l'équivalent de 400 ou 500 000 en tout depuis qu'ils existent. Mais on va pas se mentir, ça reste très compliqué. Ceci dit, il y a quand même des démarches qui sont faites. Les forces de l'ordre s'y intéressent de plus en plus, parce qu'il y a aussi de plus en plus de demandes. Là, l'enquête que j'ai faite, qui est actuellement le plus loin, les fonds sont gelés. Les 2 personnes derrière les KYC ont été retrouvées. Il y a 2 mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis. Mais la personne en question, la victime, n'a pas encore récupéré les fonds. Et on ne sait toujours pas si elle les récupérera un jour. Je sais pas si tu interagis forcément avec cette partie où on disait que souvent la France, l'Europe sont un peu à la ramasse, mais il me semble que par contre sur le côté cybersécurité, notamment des forces de l'ordre, on est plutôt à jour sur ce fait-là. Tu étais un peu au fait des experts qu'on a en interne sur toute Alors cette comme je partie-là. disais, en fait, il faut surtout demander un agent formé FinTech. Pour les différentes victimes que j'ai eues, le gros souci vient en général de l'incompréhension des forces de l'ordre sur ces sujets-là. J'ai eu des gens où en fait on leur dit c'est de l'argent magique d'internet, c'est de l'argent que vous n'avez jamais eu, comment on a pu vous le voler. Et en fait quand on se retrouve quand même avec des gens qui connaissent un peu le domaine, comme ça a été le cas pour l'enquête que je viens d'énoncer, là ils prennent les choses au sérieux, et dans ce cas-là ça remonte effectivement en cybersécurité sur des équipes qui sont spécialisées, et là il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Mais dire qu'on est bien placé en cybersécurité, je suis pas forcément d'accord. Il manque des agents formés. C'est une question. Il manque de la formation, en fait, de la formation d'autres agents FinTech, je pense, sur ces sujets-là, quoi. On peut pas parler meme coin sans parler de Trump, évidemment. J'imagine que tu as suivi un peu. Est-ce que tu dirais que c'est un meme coin qui est plutôt mieux que les autres? Est-ce qu'il est comme les autres? Je parle pas en termes de spéculation, je parle en termes de distribution. On a vu qu'il y avait Cliff, Vesting, enfin, il y avait un petit travail quand même qui avait été fait. Est-ce que tu as suivi ça, et quand tu as fait l'analyse, parce que j'imagine que tu as fait l'analyse de la distribution, est-ce que c'est moins pire, mieux ou comme les autres? Je ne sais pas ton avis là-dessus, vraiment en termes de distribution, etc. Alors, en termes de distribution, ça a fait peur à tout le monde au départ, parce qu'il y avait un wallet qui détenait 80%. Mais contrairement à ce qu'on a déjà vu, c'est pas caché. C'est-à-dire qu'il y a un gros wallet qui a 80%. Et derrière, on a su qu'en plus, ce wallet, les fonds étaient vestés, étaient verrouillés, et qu'ils vont être distribués au fur et à mesure des années. Donc, en termes de supply, en termes de distribution, c'est mieux que tout ce qu'on a vu pour le moment. Ceci dit... Ça fera le slogan de la vidéo Trump, le meilleur de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est bon ou pas? Ouais, mais ceci dit... Faut contextualiser. Mais il y a quand même en fait du gros inside trading qui a été fait, notamment sur Trump et Melania. En fait, nous, on s'est rendu compte que il y a un wallet qui a acheté pour $1 million quelques secondes après la sortie du contrat. Et en fait, en analysant... creux. Oui, le nez creux, comme on dit. Eureka. Et en fait, il a tellement eu le nez creux qu'on s'est rendu compte qu'il a essayé de passer 7 transactions avant que le contrat soit live. Donc, il connaissait déjà le contrat. Très creux. Ouais, le nez très très creux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est exactement le même insider sur Trump que sur Melania, mais aussi que sur le token Hawk
de la Octua Girl qu'a fait Hayley Welch, qui a fait un bad buzz il y a 3 mois, quelque chose comme ça, en lançant son token, qui a fait moins 97% en 1 heure. Ouais. J'ajoute peut-être un truc, on sait que maintenant que en fait c'est des entreprises qui ont lancé le token de Trump, notamment, enfin des entreprises, des DAO, notamment Meteora, qui en fait ont lancé les pools qui ont permis d'alimenter ce token. Donc ce qui explique sans doute le gros inside trading qu'on a vu et les gens qui sont devenus millionnaires très rapidement avec. En fait, sur l'inside trading, je dirais plus, pour moi, c'est plus en fait une agence de l'ombre, un peu une agence de com ou qui fait le token un peu de l'ombre, qui est allé voir ces célébrités, qui leur a proposé de lancer ça. Notamment, ce qui me fait dire ça, c'est le fait que ce soit le même insider sur Hayley Welch que sur Trump, en fait. Ça aurait été que Trump et Melania, effectivement, on aurait pu dire que c'est Meteora qui a un peu d'inside, de gens qui ont le nez creux. Le fait que ce soit pareil sur Hayley Welch, et c'est les mêmes montants à chaque fois, c'est-à-dire que c'est 1 million à la sortie du contrat, toujours. Ah bon, on a parlé de ce qu'il y avait de pire en termes de spéculation, disons. Est-ce que, tiens, sur les 12 mois écoulés, est-ce que tu as vu au contraire, des projets crypto lancés de façon peut-être plus sain, qui peut-être, on peut parler des airdrops, on peut parler des lancements de tokens. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans l'écosystème par le prisme de ton analyse on-chain? Hype. Hyper liquide. Ouais, hyper liquide le lancement. Un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une plateforme de trading décentralisée où plus on faisait de volume, plus on gagnait de points. Il y avait un airdrop à la fin. J'ai plus le taux, mais l'airdrop a été hyper fluide. Personne n'a eu de problème à le claim. Le token la montée a été pas si viable parce que c'était vertical, mais en fait il n'y a pas eu d'énormes corrections et le token est toujours actuellement viable. Il n'y a pas de on-chain, en tout cas, il n'y a pas forcément, pour le moment, en tout cas, de red flag, je dirais, sur cette distribution. Et surtout, il continue à construire derrière énormément. Et ça, pour moi, c'est typiquement quelque chose sur lequel il faut s'inspirer si on build un token. C'est prendre exemple sur Hype, je pense que c'est une très bonne chose. Mais on voit aussi cette nouvelle narrative où on rebalaye un peu tout ce qui a été fait avant, de faire le listing par des SEX, de apporter un airdrop de façon très mécanique. On voit que maintenant là, Hyperliquid l'a fait et aussi Kaito est en train de le faire avec un modèle un peu similaire. On se dit voilà, il y a une nouvelle méta. Maintenant, on lance on-chain, on est plus on-chain et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses qui se font dans ce sens-là. Et on donne un peu plus à la commu. Hein, c'est ça qui revient, c'est qu'on a des supplies, notamment le Pengu, etc. On a 50% pour la commu. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que la distribution initiale, elle va de plus en plus vers la communauté. Ça, c'est assez sain, je trouve. Dernier mot. Vas-y. Ouais, parce que les gens en ont eu marre que les tokens soient full VC en fait, qui certes étaient loqués pendant 3, 4, 5 ans, mais quand il y a des unlocks, le prix prend une claque monumentale. Et de toute façon, qui va acheter au final le token, surtout sur des un peu meme coin et tout ça, c'est la communauté. On a eu beaucoup les trucs de tokens cultes, les cultes sur certains tokens qui sont lancés, et c'est comme ça qu'un meme coin est censé fonctionner. C'est la culture même, c'est la culture internet, donc c'est normal que ça aille à la communauté. Merci beaucoup Oslo. Avec plaisir. Trop cool de t'avoir. C'était trop court, ouais. C'était trop cool. On va te souhaiter plein de belles choses pour cette année. Tu lances ton site internet qui permet à un peu n'importe qui, on peut dire, de te contacter pour être accompagné, si c'est fait siphonner, pour constituer un peu ce dossier, hein, qu'il pourra ensuite remettre aux forces de l'ordre. Tu viendras en parler dans l'émission bientôt avec exactement, plaisir. le 4 février, si je ne m'abuse. Oui, si on s'est dit ça, c'est que c'est ça. Raphaël, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à vous. C'était trop cool. Merci à vous. Voilà, on va vous remercier d'avoir assisté à cette émission. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air, le fameux, des commentaires, de partager le lien de la vidéo. Et puis on va remercier CryptoXR de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et nous, on va aller profiter de la suite de ce salon qui dure encore aujourd'hui et encore demain toute la journée. À bientôt, prenez soin de vous et puis bonne année, on a le droit, hein, le 31. On a encore le droit. C'est le dernier jour. C'est la dernière. À bientôt. Salut à tous.